va enregistrer effectivement ce webinaire parce que l'objectif pour nous, bon, voilà, il y a un certain nombre de participants, mais c'est de pouvoir aussi proposer des idées de votre intervention. Donc, possibilité pour vous de relayer aussi dans vos réseaux et pour nous de faire le relais à travers des différents réseaux prospectifs. Donc, merci d'être là ce matin, Monsieur Julien Melin. C'est bien ça. Merci à vous. Bonsoir. Voilà, de l'association INAS Guadeloupe. Donc, on va vous laisser un petit peu présenter dans le cadre de cette semaine, CEP, les démarches que vous entreprenez dans le domaine de la formation pour les personnes en situation de handicap notamment, et puis faire une présentation aussi un petit peu plus globale et générale des actions que vous proposez. Donc, bienvenue parmi nous. Merci. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Monsieur Melin Julien. Donc, je suis le président de l'UNAS Guadeloupe. Donc, l'UNAS Guadeloupe est une association qui met en place des formations dans le milieu du secourisme, dans le milieu de la prévention dans les sociétés. Et on a un deuxième volet qui est de l'opérationnel, donc tout ce qui est poste de secours. Donc, la structure UNAS dépend d'une fédération UNAS qui est au national. Donc, la petite histoire de l'UNAS, de base, l'UNAS national est une fédération du groupe La Poste et du groupe Orange sur tout ce qui est formation secourisme. Donc, voilà la petite histoire. Donc, nous, on est tout récent. C'est une association qui date depuis l'année dernière et on a été englobé par la fédération UNAS au mois de juillet. Donc, on est tout jeune. Donc, voilà un petit peu UNAS. Pour ma part, donc, je suis formateur en secourisme, formateur dans plein de milieux au niveau de la prévention et de la sécurité. Donc, voilà un petit peu pour la structure UNAS et pour moi-même. Donc, pour ce qui touche aux personnes en situation de handicap, on travaille depuis le début d'année avec le CERAC Guadeloupe, puisque je me suis rendu compte dans mon activité professionnelle que il n'y avait rien qui existait ou très peu de choses qui existaient au niveau de l'adaptation des formations professionnelles, donc les formations qui sont obligatoires dans les sociétés, dans toutes les sociétés. Et donc, on a commencé à travailler avec les personnes sourdes et malentendantes, donc sur des formations d'initiation aux gestes qui sauvent, donc la base de base du secourisme. On a commencé petit puisque pour un formateur professionnel, c'est très difficile d'arriver à transmettre des informations quand on vous enlève la parole. C'était un gros défi pour nous et pour nos équipes. Donc, on a travaillé durant plusieurs mois et on a mis en place la première réelle initiation il y a quelques semaines de ça, face à un groupe de 8 jeunes sourds complets. Et on s'est rendu compte au cours de la formation, malgré le travail qu'on avait mis en amont, de problématiques auxquelles on n'avait pas pensé. Les défibrillateurs, par exemple, les défibrillateurs parlent. On n'avait pas pensé à ça, donc on a travaillé dessus et aujourd'hui, on est capable de proposer une formation PSC1, donc prévention secours civique de niveau 1, adaptée aux personnes sourdes et malentendantes, avec une modification du référentiel, avec une modification de nos équipes pédagogiques, donc l'utilisation d'une interface pour nous aider dans les traductions des gestes. Mais aujourd'hui, voilà, on est arrivé à développer ça. On est en convention désormais avec l'UDAC Guadeloupe pour les personnes malvoyantes et aveugles, pour l'adaptation, encore une fois, des gestes de premier secours pour ces personnes-là. Donc là, il y a déjà un référentiel qui a été mis en place par l'UNAS national. Et on est en train de discuter avec APF, donc qui travaille c'est une association qui travaille avec les personnes en situation de handicap moteur. Donc, on s'est rendu compte que c'était possible de les adapter. Donc, on s'est posé sur les formations incendie, par exemple, les formations manipulation des extincteurs, qui peuvent être utilisées par n'importe qui si ils sont formés. Donc, on travaille avec les sourds et malentendants, justement, sur ces formations incendie. Donc, voilà un petit peu l'adaptation. On travaille aussi justement avec les personnes en situation de handicap moteur. On a des problématiques pour les personnes qui sont en fauteuil roulant. On ne peut pas ou très difficilement les faire manipuler, par exemple, au niveau du secourisme, sur le massage cardiaque ou les choses comme ça. Mais aujourd'hui, les référentiels de secourisme PSC1 ont été adaptés il y a quelques années et elles permettent à une personne d'être titulaire du PSC1, donc aux associations de délivrer un diplôme PSC1 sans que la personne manipule. Mais je vois quelqu'un Yann, qui a déjà été formé avec moi, donc que je connais. Et donc, en fait, pour les personnes en handicap moteur, en fauteuil roulant, on est en train de travailler sur la réalité virtuelle qui permettrait à ces personnes de pouvoir
faire des gestes en réalité virtuelle. Donc, pour nous, en tant qu'association, délivrer l'attestation ou le diplôme, puisque elle est en mesure, alors non pas de faire, mais de faire faire. Ce qui suffit aujourd'hui au niveau du référentiel PSC1 pour transmettre les informations. Donc, pour un massage cardiaque, ça permettrait, au lieu de juste expliquer à la personne comment on fait, elle pourrait manipuler virtuellement, mais au niveau des canaux de connaissances, on le sait aujourd'hui, au niveau pédagogie, le fait de faire permet de mieux transmettre les informations. Donc, voilà un petit peu nos diverses actions déjà en place et nos futurs projets. Donc après, pour les personnes, alors là, j'ai de la chance, je ne savais pas qui serait présent aujourd'hui. On a Yann qui est déjà venu faire une formation en secourisme avec moi. On se rend compte, dans le milieu associatif, beaucoup d'associations de secourisme font du secourisme basique. Et quand on a des personnes avec des handicaps, même infimes, souvent les associations disent non, on ne peut pas. En vrai, alors il faut rester honnête, c'est là où il faut une grosse ouverture d'esprit en se disant, OK, faire venir la personne en amont, ce qu'on avait fait avec Yann, venir en amont, voir ce qu'il est en mesure de faire et ce qu'il n'est pas en mesure de faire. Par exemple, la pose du garrot sur certains types de handicap, c'est compliqué à mettre en place. Ce n'est pas grave, on essaye, on voit que ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un problème puisqu'il suffira de voir les autres faire et ensuite de transmettre l'information. Donc, voilà un petit peu pour ma présentation. Elle est peut-être rapide, mais voilà ce qu'on fait et voilà ce qu'on aimerait continuer à développer. Alors, vous nous disiez qu'on a échangé hier. Bonjour, monsieur Jacques. Enfin, je dis bonjour aussi aux autres, mais du coup, il a mis sa caméra tout de suite. Oui, bonjour. Bonjour rapide, puisque j'ai vu tout de suite l'invitation. Donc, j'ai vu UNAS, donc je me suis connecté directement. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça permet aussi de parler de votre expérience par rapport à la formation. Alors, deux choses peut-être déjà. Est-ce que vous pouvez nous parler des sessions de formation que vous avez actuellement? Parce que je crois que vous m'avez dit que cette semaine, c'était une semaine un peu chargée pour vous en termes de formation. Et puis, monsieur Jacques, peut-être nous parler de son expérience justement par rapport à la formation suivie. On est OK sur ça? Pas de souci. Super. Donc, aujourd'hui, on a le volet pour tout ce qui est personnes en situation de handicap, qui sont que des projets donc qu'on met en place avec les associations, mais c'est vraiment des tests aujourd'hui sur les gestes qui sauvent. On aimerait l'ouvrir justement un petit peu plus et surtout, ce qu'on aimerait, c'est le mettre en place dans les sociétés. Parce qu'aujourd'hui, on travaille avec des structures, donc on fait des formations PSC1, des formations SST, on fait des formations manipulation extincteur, évacuation, gestes et postures. Donc, on a un grand panel de formations professionnelles. Et dans ces formations professionnelles, on n'a jamais de personnes en situation de handicap qui sont envoyées en formation professionnelle, puisqu'il n'y a pas de programme adapté justement à ces personnes-là. Donc, au niveau des formations, voilà notre panel de formation. SST, donc formation de secourisme, PSC1, manipulation extincteur, évacuation et gestes et postures. Voilà nos formations professionnelles. Alors, du coup, peut-être monsieur Jacques nous parler un petit peu de la formation. Je ne m'attendais pas à prendre la parole aujourd'hui, mais d'accord. Je sais que vous faites ça très bien, donc on vous écoute. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Yann. Effectivement, donc je suis accompagnateur de randonnée au sein de l'association Amoureux des randonnées. Et donc, du coup, conformément donc à l'accompagnement de personnes, de public et surtout en milieu forestier, il nous fallait effectivement aussi avoir des référents en matière de secourisme. Donc, voilà. Et donc, à cet effet, donc, on a fait appel donc, à l'UNAS. Ça ne s'appelait pas l'UNAS avant, mais bon, on a fait appel à l'UNAS. Et donc, du coup, moi, ma problématique étant porteur effectivement de handicap au membre supérieur droit, c'était de savoir si j'aurais pu faire effectivement les manipulations. Donc, du coup, effectivement, j'ai pris contact bien en amont avec lui pour visualiser. Mais au final, ça s'est révélé qu'il n'y a pas eu de problème à mon niveau. Mais ce que je retiens surtout, c'est que la réglementation a beaucoup évolué et que la personne effectivement porteuse de handicap n'est pas forcément obligée
de faire lui-même le massage cardiaque, par exemple, mais que cette personne peut faire le massage, ou la pose de garrot, ou la position latérale de sécurité, ou voilà, pas mal de choses. Et ça ouvre le panel, bien entendu, je pense, à un nouveau public. Ça ouvre en matière de compétences également le champ des personnes en situation de handicap. Et je pense que ce n'est que... moi, personnellement, j'en ai eu que bon retour, en fait. Donc, du coup, voilà, quoi. Je ne sais pas si mon témoignage a été voilà, fructueux, Très mais voilà. Mais clair. j'ai beaucoup apprécié, non, j'ai beaucoup apprécié, si vous voulez, la pédagogie. Et je recommande vivement l'UNAS. Donc, bon, après, on se connaît bien, on se suit sur les réseaux. Voilà. Donc, ils sont disponibles. Je ne vais pas être neutre à travers mon intervention. Mais là où il y a d'autres associations, d'autres instances, effectivement, qui font patienter pour pouvoir avoir le PSC1, ben, eux, ils sont super réactifs et super disponibles. Et je pense que c'est ce qu'on attend aussi de nos jours. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, il y a quelques participants. Est-ce qu'il y aurait des questions déjà par rapport à la présentation? N'hésitez pas. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat, en tout cas. N'hésitez pas à poser vos questions. Nous sommes en petit comité. Il faut profiter. Alors, Voilà. je crois qu'il y a quelqu'un. Non, c'était moi, juste pour vous dire, donc, il parlait de pédagogie. En fait, nous, notre objectif dans l'association sur les formations en secourisme, c'est vraiment essayer de s'adapter au public qu'on en face. Par exemple, avec les personnes sourdes et malentendantes, je ne sais pas si vous savez, mais il y a un numéro d'appel d'urgence qui existe, qui est spécialement dédié à ces personnes-là. Donc, ça s'appelle le 114. Donc, nous, en tant que formateurs, secourisme, tout le monde nous parle du 114, mais en vrai, personne ne l'a jamais testé. On ne le teste jamais. Donc, on a pris l'initiative avec le CERAC de prendre contact avec le 114 en amont, donc, qui est une centrale située à Grenoble. Et durant notre formation avec les personnes sourdes et malentendantes, on a testé en direct un appel en visio avec le 114, ce qui a permis aux jeunes qui étaient présents de se rendre compte que ça fonctionnait réellement. Souvent, on se pose des questions dans les Outre-mer, ça fonctionne en métropole, mais est-ce que ça fonctionne chez nous? En vrai, on essaye et on voit, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait, que ça fonctionne plutôt vraiment très bien en vrai. Et comment ça fonctionne? Puisque nous, en tant que formateurs, voilà, on dit que c'est par visio, on dit que c'est par fax, mais sans le tester, c'est toujours très difficile. Et ce qu'on a fait avec Jacques quand il est venu, c'est voilà, il avait une problématique. On a vu avec lui ce qu'il pouvait faire et ce qu'il ne pouvait pas faire. Et en vrai, on s'est rendu compte qu'il pouvait quasiment tout faire. Voilà. Est-ce que vous avez des supports, des choses que vous allez pouvoir nous communiquer, que nous, on pourra aussi transférer dans un second temps? Bien sûr, alors on va vous envoyer le support donc pour les personnes sourdes et malentendantes. Ça sans problème puisque c'est celui qui est le plus abouti à l'heure actuelle. Pour les personnes aveugles, aveugles ou malvoyantes, parce qu'on a les deux publics. Au niveau du national, c'est quelque chose qui a déjà été travaillé. Donc pour nous, ça va être une découverte avec l'UDAG, mais on sait que ça c'est déjà fait et que ça fonctionne plutôt bien. Donc oui, vraiment sans problème. Et après, pour les personnes en handicap moteur qui ne sont pas en mesure de faire des gestes, là, on travaille actuellement sur ce système de réalité virtuelle pour pouvoir voilà, le développer correctement. Donc oui, je pourrais vous envoyer les supports. Et hier, je crois que vous l'envoyez, on a eu un article dans le France Antilles il y a quelques semaines, justement, qui parlait voilà, de cette adaptation des formations. Mais nous allons le relayer également. Donc, voilà un petit peu ce qu'on met en place. Après, voilà, sur les réseaux sociaux, comme Jacques disait, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, pour essayer justement de toucher un public de plus en plus large, donc des personnes en situation de handicap, mais aussi d'autres personnes qui, au niveau formation, sont souvent mises un petit peu de côté. Les mineurs en prison, par exemple, pour la réinsertion, comme Yann disait, pour beaucoup de diplômes, par exemple, ou certaines formations, il faut
minimum au niveau diplôme et le PS-C1 est très souvent un prérequis. Et voilà, à nous aller chercher ce public qui, des fois, est un petit peu mis de côté pour essayer de les initier dès le plus jeune âge, on commence nos formations secourisme à partir de 3 ans. Donc, on a des modules spécifiques pour des très jeunes, donc de 3 à 5, premier module, de 5 à 8 et de 9 à 12. Et ensuite, on passe sur l'âge adulte. Alors, je suis intriguée, du coup. Formation à partir de 3 ans. Exactement. En fait, on n'a rien inventé. Il y a quelques années en arrière, il y a une petite fille à Paris qui avait 4 ans et qui arrivait à sauver sa mère, puisque la maman a perdu connaissance et elle a appelé les secours. Et ça a fait un buzz pendant un certain temps. Et en fait, on s'est posé sur cet appel d'urgence et on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait emmener aux enfants dès le plus jeune âge pour pouvoir commencer à mettre un pied dans le secourisme. Donc aujourd'hui, pour les 3 à 5, en vrai, c'est une formation, c'est une initiation, ça ne dure pas longtemps, ça dure 45 minutes. C'est très, très dur d'arriver à focaliser des enfants aussi jeunes sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Mais on se rend compte en vrai qu'aujourd'hui, alors bien ou pas bien, aujourd'hui, les enfants, dès le plus jeune âge, commencent à être habitués à jouer avec les téléphones. Et aujourd'hui, pour un enfant, faire un numéro sur un téléphone, c'est pour notre génération peut-être quelque chose qui semblait très lointain. Aujourd'hui, c'est très facile. Faire le 15 ou faire le 18, ils savent faire. Donc en vrai, leur donner quelques éléments sur l'appel d'urgence et ensuite leur faire des petites mises en pratique, mais voilà, toujours dans la base du jeu pour appeler les secours. Donc pour ces tranches d'âge, c'est exclusivement de l'appel d'urgence. Et en fait, on a développé, en plus de l'initiation, des systèmes de petites plaquettes. Je vous les enverrai, ça à la rigueur, le support. C'est une petite plaquette où, à chaque fin d'initiation, les enfants repartent avec. C'est quelque chose de plastifié qu'ils peuvent accrocher dans leur chambre, à côté du téléphone. Et ça permet d'avoir un rappel des éléments importants de la formation. Et derrière, s'il y a une problématique, même s'ils ne s'en souviennent pas obligatoirement, c'est quelque chose qui sera accroché dans la maison ou dans le cahier, dans l'école ou peu importe, qui permettra d'alerter les secours facilement. Donc voilà, pour le plus jeune âge, ils ne font pas de gestes de secourisme. On reste vraiment toujours dans l'adaptation du public. Même pour les plus grands, de 5 à 8 ans, nous, on ne leur montre pas la PLS, on ne leur montre pas tous ces gestes-là qui sont beaucoup trop techniques. Déjà, pour des adultes, c'est difficile d'arriver à se souvenir de la PLS un an après. Alors pour des jeunes enfants, c'est vraiment trop compliqué. Mais on se focalise sur d'autres choses. Sur les 5 à 8, on va plus être dans la partie prévention, de faire attention à ce qui est dangereux dans la cuisine, les prises électriques, les choses comme ça, et comment agir quand un accident se produit. Bonjour. Bonjour. J'aurais 2 questions à vous poser, s'il vous plaît. Donc, j'ai bien entendu que pour les enfants, donc, vous aviez la possibilité de mener des actions de prévention collectives. Mais pour les adultes, qu'en est-il? Est-ce que ce sont des actions qui sont collectives ou individuelles? Et deuxième chose, je m'interroge par rapport au financement de l'action, en fait. Alors, donc pour les adultes, oui, on peut faire du collectif aussi, ça pose pas de souci. Pour les enfants, c'est la même chose. Alors, on fait du collectif, mais aussi de l'individuel. C'est-à-dire qu'on a des sessions. Sur les enfants, on est en train de mettre ça en place. Tous les 3e dimanches du mois, on met des actions de formation en place. Donc, sur les réseaux sociaux, on partage. Donc, un parent qui est intéressé peut inscrire son enfant. Alors, aujourd'hui, ces formations ne sont pas gratuites, entre guillemets, puisque nous, on loue une salle, on a des formateurs qui sont certifiés pour pouvoir faire ces initiations. Donc, ça a un coût. Je vous enverrai à la rigueur une grille de coûts par rapport à ça. Après, on peut intervenir de façon bénévole sur des projets spécifiques. On l'a déjà fait sur certaines actions. Par exemple, on va être au mois de décembre sur la commune de Goyave, puisqu'on avait commencé à établir un projet en début d'année, mais le Covid a tout mis sur pause. C'était d'initier 20 jeunes de 12 à 15 ans sur chaque commune de Guadeloupe une fois par mois. Donc en vrai, on partait une commune, Basse-Terre, 20 jeunes formés, et ensuite on a une autre commune et on faisait le tour de la Guadeloupe et ça permettait d'avoir entre guillemets, c'est pas très beau, mais un vivier de jeunes ou de futurs secouristes par commune. Donc pour la première question, oui, on fait du collectif pour les adultes.
aussi sans aucun problème. Et au niveau des financements, alors, sur tout ce qui est initiation, c'est du financement individuel. On peut pas vraiment faire autrement. Par contre, pour les adultes, pour les formations à partir du PSC1, on peut passer, c'est des formations qui peuvent être financées par le CPF sans aucun problème. Donc, le SST, CPF aussi. Donc, pour des formations secouristes plus poussées aussi, hein, on peut passer par le CPF. Sinon, comme financement individuel, CPF, et pour les sociétés, par les OPCO, sans problème. Voilà, je pense avoir répondu. Bonjour, Oui, excusez-moi, je prends en cours, hein, donc je ne sais pas ce qui a été dit en amont, donc il faut que je me présente. Hein. Bon, déjà, je salue l'initiative. Bon, c'est vrai que quelque part, une communication beaucoup plus accentuée serait de nature à mobiliser beaucoup plus de monde, mais bon, je pense que c'est au fur et à mesure que les choses prennent vie. Moi, ce que je voulais dire, c'est que je voulais déjà poser la question, UNSA, c'est UNSA Guadeloupe, c'est bien ça? UNAS Guadeloupe, oui, c'est UNAS Guadeloupe, tout à fait. UNAS Guadeloupe. Alors, je pose la question, est-ce que vous connaissez l'association Soleil Clérénou? Non. Non. Alors, Soleil Clérénou, c'est une association qui est sur la ville des Abîmes. Oui. Et elle est portée par justement une élue de la ville des Abîmes, Madame Solange Leblanc, maire adjointe de la ville, qui est en situation de handicap. D'accord. Et sur le périmètre de la ville, justement, à Gancan, il y a une résidence où il y a 17 appartements spécifiquement aménagés pour les personnes à mobilité réduite, en tout cas des personnes en situation de handicap. Donc, moi, je vous conseillerais vivement de vous rapprocher de cette association de manière à voir comment, pédagogiquement parlant, avec le support de la ville, pouvoir monter un projet. Puisqu'en fait, la ville des Abîmes renferme quand même 39 écoles, quoi. Donc, voir aussi avec cet élu, puisque la ville des Abîmes est labellisée aujourd'hui par rapport aux lois imposées par le gouvernement concernant la mobilité sur son territoire. Donc, il y a un vrai travail qui a déjà commencé à être fait. Donc, je me dis, ce serait bien que vous puissiez faire en pourriez me sorte… redonner le nom de l'association que je note? Soleil Clérénou. Ok. Alors, je me permets juste une petite intervention. Monsieur Foul donnait de très belles informations. Même si c'est via iPhone, j'ai reconnu la voix et merci d'être parmi nous. Est-ce qu'il serait possible que vous fassiez une présentation, que vous vous présentiez justement? Bon, d'accord. Bon. Bon, d'accord. En fait, il faut nous faire des masques. Alors, Alors, non, mais ça ne me cause pas de problème. Alors, Tézi Foul, je suis vice-président de Cap Excellence et je suis en charge de la rénovation urbaine qui est portée aujourd'hui par Cap Excellence. J'étais en charge de la proximité, de la gestion humaine de proximité et du relogement des familles qui ont été relogées dans le cadre de la rénovation humaine acte 1. Donc, on va dire plus de 2000 personnes. Et là, on est sur l'opération… Allô? Allô? Oui. Oui, voilà. Donc, là, on est sur l'opération acte 2 qui va consister à impacter la ville des Abîmes, mais aussi la ville de Pointe-à-Pitre. Et si je parle, assez facilement un petit peu du périmètre de la ville des Abîmes, c'est parce que je sais que l'élu en charge est très favorable à mettre en place des opérations avec vous, quoi. Donc, je pense que la dynamique, elle est là et il faudrait peut-être en profiter. Ok. Voilà. Donc, ravi de savoir qu'il y a quand même des gens qui s'organisent comme ça, comme vous, là. Hein. Mais je pense que la ville est preneuse et puis Cap Excellence. Donc, toucher ces instances-là, parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin, notamment en matière de traduction. Je sais qu'il y a le CERAC avec qui on a déjà travaillé également sur la ville. Et là, je sais qu'il y a un établissement à Boissard, je crois, oui, voilà, Persévérance, qui enseigne aussi la langue des signes. Donc, je pense qu'il y a une vraie dynamique à consolider, parce que de plus en plus, les gens entendent qu'il y a un vrai besoin, quoi. Donc, voilà. Donc, si je peux accompagner, je vais tenter au mieux, sachant quand même que, j'en ai quand même pas mal. Hein. Donc, je préfère orienter vers les personnes habilitées, en tout cas. Mais je salue la démarche. Mais j'avais déjà pris contact avec la maire adjointe des Abîmes il y a quelques jours de ça, donc coïncidence, il y a quelques jours de ça, et on doit se rencontrer normalement incessamment sous peu. Donc
Ben, vous lui dites Monsieur Foul. Monsieur Foul, pas de souci. Dites à ce Alors, que... je me permets de rebondir aussi, du coup, Monsieur Foul, parce que par rapport à la présentation qui a été faite par Monsieur Melin sur les formations qui peuvent aussi être proposées à des publics un petit peu en situation d'exclusion, vous pouvez parler de votre association? Alors, c'est pas la mienne, en fait. Je travaille avec toutes les associations. C'est vrai que celle-là, je suis beaucoup plus impliquée. Parce que... Celle-ci en particulier, du coup, par rapport à l'échange qu'on a pu avoir à ce sujet. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que, pas seulement aux habits, mais c'est-à-dire que sur le territoire même de la Guadeloupe, il y a un vrai manque d'organisation relatif à l'insertion. Et en fait, pour l'avoir déjà vécu, parce qu'avec la ville, on a quand même mis en place sur un périmètre aujourd'hui, ça fait le deuxième chantier d'insertion, mais celui dont je parle précisément, c'est celui qui est sur Grand-Canyerisé, en fait. Donc, dans le cadre de la rénovation urbaine, on a quand même cherché à intégrer certains jeunes du quartier parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de refaire des murs et des routes, mais qu'il y avait le vrai tissu social aussi à renforcer et à travers des événements sportifs et culturels, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai besoin et qu'il y a une vraie richesse au sein même de ces quartiers. Donc, ce qui fait qu'on a mis en place un chantier d'insertion, d'embellissement du quartier parce qu'en fait, c'est nécessairement les jeunes du quartier, lorsqu'ils prennent soin de leur quartier, bon, ben, non seulement ils transmettent de vraies valeurs à leurs petits frères, quoi, je dis, parce que c'est quand même principalement des grands frères qui y sont. Et puis après aussi, ils s'intègrent dans leur cadre de vie, quoi. Donc, c'est une notion d'appartenance qui fait que, bon, ça ne fait que croître cette cohésion d'équipe, lutter contre l'exclusion également. Donc là, il y a des projets à mettre en place, en fait, qu'on envisage de mettre en place, c'est-à-dire aussi bien dans l'environnement, mais qui permettrait aussi que, à travers les jardins partagés. Bon, bref, un certain nombre de projets comme ça qui sont en réflexion. D'ailleurs, avec Madame Maisance Michael, on va devoir travailler ensemble sur certains aspects qui me semblent s'avèrent nécessaires. Pour faire simple. Tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que sur la formation que vous proposez, ça peut être peut-être intéressant qu'il puisse y avoir une mise en relation pour les jeunes justement qui sont sur ces actions d'insertion. Tout à fait. Ouais. Parce qu'en fait, l'idée c'est qu'ils puissent, dans un premier temps, c'est un public qui est éloigné de l'emploi. Donc, il y a une vraie démarche déjà de les accompagner à savoir que le matin, au lieu de rester en bas de la cité, ils viennent. Ce n'est pas évident, mais on voit qu'au fur et à mesure, ils prennent goût et puis ils voient ce que ça leur apporte. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on part sur une base, certes, de traitement de l'environnement, mais c'est des jeunes qui ont de grandes compétences et qui souhaiteraient justement s'intégrer dans des formations diverses et variées. Donc, du coup, nous sommes preneurs quand même de ceux qui peuvent dispenser des formations, en tout cas leur proposer, venir sur le site et leur dire un petit peu quels seraient les dispositifs qui seraient à leur portée. Mais on part vraiment sur cette notion de formation parce qu'il y a un vrai besoin là-dedans. Voilà. J'espère que j'ai été assez concis, précis. Oui, tout à fait. OK, voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres... peut-être que vous vouliez rebondir. Non, l'idée, après, je pense que, en effet, donc déjà avec la mairie des Abîmes, mais par rapport à ce que vous dites, il y a quand même pas mal de projets qui pourraient être intéressants, puisque ben voilà, la formation, c'est transmettre. Et comme vous dites, on fait aussi des formations de formateurs, donc, ou d'initiateurs Gestes qui sauvent, où on peut former aussi ce public qui pourra aussi former d'autres personnes directement. L'objectif, ce serait quand même d'avoir un maximum. Alors, ce n'est pas notre objectif à nous, c'est un objectif du gouvernement qui avait comme projet d'avoir 80% de la population formée aux gestes de premier secours pour 2022. Le Covid a fait que ça a plus que ralenti la progression, mais plus il y aura de formateurs, plus il y aura possibilité d'avoir de personnes formées. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place aussi. Ben, moi, pour aller dans le sens, je crois que c'est très souvent au travers de journées portes ouvertes ou des manifestations sportives, parce que j'avais organisé à l'époque, et en plus, j'envisage de renouveler l'action, c'est-à-dire qu'on avait fait une opération qui s'appelle tout GCG,
Et à travers cette opération, on éduquait les enfants à participer à tout type de jeu. Et justement, c'est aussi sous forme de jeu qu'on peut leur apprendre. En fait, on peut leur transmettre cette notion de sauvegarde, quoi. C'est sauver des vies, en fait. Et je me dis que ce serait bien lorsqu'il y aurait des opérations comme celle-là, parce que c'est là où le public sort, les familles sortent des immeubles, ils viennent dans le parc. Ce serait bien que lorsqu'il y a une opération comme ça, qu'il y ait un stand dédié principalement au premier secours. Ce ne serait pas négligeable, ça. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des questions? N'hésitez pas. Nous ne sommes pas nombreux, mais les personnes sont peut-être timides. Vous avez été suffisamment clair et du coup, il n'y a plus de questions. Ça doit être ça. Alors, pour les personnes qui souhaitent se présenter, n'hésitez pas par rapport à vos missions, voilà, fonctions. Monsieur Yann Jacques, par rapport à cette association et aux différentes interventions j'en profite du coup, de Monsieur Foul, est-ce que vous pouvez rapidement parler de votre association? L'association pour laquelle vous avez suivi justement cette formation. Ah oui, donc moi j'ai sollicité la formation par rapport à mon association de randonnée, hein, donc ça s'appelle l'association Amoureux des randonnées. C'est une association qui est née d'abord d'une envie de plusieurs personnes de pouvoir randonner de façon sécurisée, paisible, tout en profitant donc du paysage des forestiers de la Guadeloupe. Toutefois, avec bien entendu donc une montée en compétences, pas en compétences, mais une montée en nombre d'adhésions, on a vite vu l'intérêt d'avoir aussi des certifications aussi pour pouvoir accompagner donc du monde en milieu forestier. Donc du groupe d'amis, c'est devenu une association qui des fois accompagne une trentaine de personnes en milieu forestier ou sur le littoral. Et donc, nous avons sollicité donc l'UNAS Guadeloupe pour cette formation PSC1. Donc voilà. À part cela, j'ai d'autres missions, mais que j'aurai l'occasion de présenter dans d'autres salons virtuels de Prospective Act. Ça peut être, vous pouvez également, hein, n'hésitez pas, puisque l'intervention a été parfaitement appréciée l'année dernière. En tout cas, votre avis peut-être sur cette semaine, puisque Prospective Act fait un peu le tour d'horizon de toutes les questions, des problématiques autour de la santé au travail. Par rapport à cette semaine, c'est vrai qu'il y a un focus qui est fait sur handicap, santé au travail, mais peut-être que cette initiative ne devrait pas se limiter à une semaine. Et quand on parle d'inclusion, ça devrait être quelque chose de tout à fait naturel et pas forcément positionner ces actions ou ces interventions que sur la semaine. En tout cas, c'est une belle initiative parce que ça permet de faire un focus, mais par rapport à Prospective Act aussi, on s'aperçoit que la question du handicap est très très large, évolue beaucoup. Les représentations demeurent souvent les mêmes, hein. Handicap moteur, ou en tout cas ceux qui nous renvoient visuellement à la question du handicap, permet de se dire oui, c'est une personne atteinte de handicap, sauf que c'est vrai que cela ne représente, comme on disait sur les handicaps moteurs, que 2% à peu près des situations déclarées, que 80% généralement des personnes en situation de handicap le sont en situation de handicap invisible. Et donc, c'est important aussi de faire le focus sur toutes ces situations. Donc, en tout cas, merci des interventions qu'il y a pu y avoir dans cette semaine, mais c'est aussi important de dire que c'est tout un écosystème avec plein de ramifications et qu'on espère vous retrouver sur les questions de maintien dans l'emploi, sur les problématiques de pathologies chroniques qui forcément engendrent un handicap. Enfin voilà, sur tout, comment on peut dire, là c'est la fatigue, hein, désolé de la fin de journée, sur tous les aspects autour de la santé au travail et des questions de handicap qui ont évolué en tout cas. Bien sûr, et pour ces thématiques-là, il n'y a pas de difficulté. Moi, je souhaiterais aussi surtout porter un témoignage. On le verra peut-être dans les différents salons.
parce que moi-même, je suis détenteur d'une RQTH, donc d'une reconnaissance en tant que travailleur handicapé. Et j'ai toujours eu, alors là, je quitte mon côté, si vous voulez, professionnel associatif et je redeviens très subjectif. J'ai toujours eu cette aversion contre les communications d'intégration de personnel en situation de handicap dans les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais pas de discrimination sur les postes, hein. Mais aujourd'hui, quand on parle d'intégration de personnel en situation de handicap dans une entreprise, dans une association, ce genre de choses, on pense tout de suite à des postes d'accueil, des postes d'accueil téléphonique, de secrétariat. Et aujourd'hui, on a aussi des personnes qui sont en situation de handicap, mais qui sont aussi managers stratégiques, qui sont managers opérationnels, qui peuvent prendre des décisions et qui peuvent aussi donc porter leur contribution lorsqu'il s'agit de la performance de l'entreprise ou de l'administration. Et j'apprends aujourd'hui, parce que je suis encore en train de réapprendre le tissu de la Guadeloupe, hein, parce que je suis de retour au pays. Voilà, j'apprends qu'on a un élu qui est en situation de porteur de handicap à Cap Excellence. Moi, je dis que c'est magnifique. Et moi, je voudrais beaucoup intervenir là-dessus. C'est-à-dire que l'intégration de personnel en situation de handicap, ce n'est pas uniquement la personne qui va faire de l'accueil téléphonique, c'est aussi la personne qui va aussi porter donc, les grandes orientations stratégiques de l'établissement. Donc voilà, c'était un petit peu la petite parenthèse que je voulais faire, qui relève beaucoup de l'émotion plutôt que du pragmatisme, mais qui relève aussi de la réalité. Merci beaucoup pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres personnes éventuellement qui pourraient nous faire une petite intervention? Peut-être Madame Marguerite ou Madame Marie, concernant justement les accompagnements qui peuvent être proposés aux assurés sociaux qui sont en arrêt maladie, qui ont une problématique de santé durable et pour qui il va falloir envisager un certain nombre de choses, notamment une proposition sur la QTH et d'autres dispositifs. Est-ce qu'éventuellement l'une de vous deux pourrait intervenir? Vous m'avez interpellé. Pardon, monsieur Jacques? Vous m'avez interpellé, c'est moi que vous avez interpellé ou d'une autre personne? Alors, l'une des deux de vos collègues du service social, éventuellement, présenter. Elles sont là. Oui, elles sont là. Oui, nous sommes là. Vous pouvez faire la présentation aussi, j'en suis sûre, monsieur Jacques, mais comme on en a deux, il y en a Madame Marguerite, visiblement, qui vient intervenir. Je la laisse intervenir. Bon, après, je suis un petit peu prise au dépourvu, là. Hein, donc, du coup, ma présentation sera succincte. Hein. Très bien, Madame Marguerite, vous allez faire ça parfaitement. Oh là là, on verra. Donc, donc au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale et du service social, nous avons une mission prioritaire pour les questions qui concernent la prévention de la désinsertion professionnelle. En direction d'un public de salariés en arrêt maladie ou en arrêt accident de travail ou maladie professionnelle, fragilisés. Ce sont des professionnels qui sont fragilisés par la maladie et qui sont en risque du coup de désinsertion professionnelle. Donc, nous leur adressons une offre de services dédiée et un accompagnement qui en général se fait sur le long terme. Donc, la plupart des personnes que nous recevons sont des personnes qui nous sont signalées puisque nous intervenons en fait en second niveau, c'est-à-dire que les personnes sont reçues soit sur la ligne d'accueil, soit accueil physique, je voulais préciser, ou alors en accueil téléphonique. Et ensuite, donc, la personne qui a réalisé cette première écoute nous oriente ces personnes. Donc, là, en ce moment, la plupart des personnes qui nous sont signalées sont des personnes orientées par le service médical, puisque dans le cadre de l'intervention du service médical, les personnes en arrêt de travail sont vues régulièrement. Donc, nous recevons ces signalements et nous contactons les personnes pour leur proposer notre accompagnement. Donc, et c'est vrai que du coup, je rebondis sur l'intervention de Yann Jacques de tout à l'heure. Les personnes porteuses de handicap
Bon, on en a de plus en plus qui sont à des postes de direction, puisque une personne fragilisée par la maladie peut aussi, du coup, obtenir le statut de bénéficiaire de la RQTH et donc, de ce fait, être aussi reconnue comme porteuse de handicap. Donc, ces personnes-là, nous les accompagnons aussi à cheminer et en fait à essayer de voir dans quelle mesure nous facilitons leur retour en emploi ou alors leur reconversion. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour cette intervention. Et donc, cela nous permet de revenir un petit peu sur ce qu'on disait, la question du handicap invisible et du fait que souvent il y a une représentation un petit peu erronée de cette question. Et des partenaires comme vous êtes aussi là pour justement expliquer que le handicap aujourd'hui évolue et qu'une problématique de santé peut effectivement impacter sur le maintien d'emploi et que la RQTH n'est pas quelque chose de restrictif, mais bien au contraire, la possibilité de pouvoir accéder à une adaptation de son poste de travail, à un maintien, un remplacement professionnel et donc peut-être effectivement à des réorientations sur des postes plus stratégiques de manager ou autres, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. Plus de questions. Pas d'intervention. Tout a été très clair. On vous entend pas, Madame Maisons. Excusez-moi, Madame Maisons. Visiblement, oui. Je pense que les personnes ne doivent pas trop bien comprendre entre Madame Maisons et Madame Maisons. Voilà, comme par hasard, nous avons le même nom, tout simplement. Voilà. Écoutez, Donc, non, pas de questions. Excuse-moi. Pas de questions. Donc, dans le chat, on a mis les coordonnées du WhatsApp Business de Prospective Act. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez avoir d'autres informations. Obtenir ensuite les plaquettes de présentation, des documents que les intervenants vont nous transmettre par la suite pour vous les remettre après. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou nous appeler carrément. Voilà. Et puis, on se chargera effectivement des mises en relation, puisque pareil, exactement. L'initiative, en tout cas, tout ce catalogue de formation que vous proposez mérite d'être diffusé largement. Et puis, je pense que M. Foul, qui a dû sûrement s'absenter, oui, voilà, c'est un contact aussi pertinent, notamment par rapport à cette résidence dont il vous a parlé, et puis d'autres connexions qui seront très, très pertinentes et qui s'inscrivent du coup fortement dans le cadre de ce qu'on propose durant cette semaine. Donc, vraiment, merci pour votre intervention. Merci à vous et je vous envoie toutes les informations. Et ouais. voilà, si on a des nouveaux projets ou des choses comme ça qui évoluent, je vous tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci vous aussi. Merci. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.